Les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Noir et blanc, une esthétique de la photographie co-organisée par la BNF et la Réunion des musées nationaux Grand Palais. C'est une exposition qui se tient jusqu'au 21 janvier, une exposition exceptionnelle, superbe, qui rassemble des chefs-d'œuvre en noir et blanc issus des collections photographiques de la Bibliothèque nationale de France, où l'on croise ou redécouvre Nadar Man Ray, Ansel Adams, Willy Ronis, Helmut Newton, Diane Arbus, Mario Giacomelli, Robert Frank, j'en passe, près de 300 tirages, 150 ans d'histoire de la photographie et l'occasion d'interroger la singularité du noir et blanc, les conditions de sa naissance, sa raison d'être aujourd'hui encore, alors que les couleurs infinies auraient pu le balayer. Pour en parler, je reçois ce matin deux invités. Héloïse Conesa, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de la photographie et conservatrice pour la photographie contemporaine à la Bibliothèque nationale de France et vous êtes l'une des commissaires de l'exposition Noir et blanc, une esthétique de la photographie à la BNF. Toujours à vos côtés, Hélène Aurin, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire de l'art, spécialiste de la photographie, directrice adjointe des Beaux-Arts. Et pour commencer, je voudrais qu'on plonge justement dans cette exposition de la Bibliothèque nationale de France. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous expliquer, Héloïse Conesa, la raison d'être même de cette exposition ? Alors, bonjour à tous. Oui, effectivement, la raison d'être de cette exposition, tout d'abord, peut-être rappeler que cette exposition, nous l'avions initialement conçue sur invitation du Grand Palais et de la Réunion des musées nationaux en 2020 et qu'elle fait partie des expositions sacrifiées sur l'autel de la pandémie. C'est une exposition qui avait été montée par mes co-commissaires et moi-même et que nous n'avons pas pu partager avec le public, alors même qu'elle est issue de nos collections. Et donc, la présidente de la BNF, Laurence Angel, a souhaité l'intégrer à la programmation des expositions de la BNF et c'est pourquoi aujourd'hui elle est présentée sur le site François Mitterrand. Cette exposition part des riches collections de la BNF, du département des estampes et de la photographie et propose une traversée en noir et blanc de l'histoire de la photographie. Pourquoi choisir de mettre la lumière sur le noir et blanc ? Pourquoi choisir justement cet angle-là pour raconter cette histoire de la photographie ? Alors, d'une part, parce que le noir et blanc fait partie des axes forts en fait de la collection de la Bibliothèque nationale de France. Dès le 19e siècle, tout au long du 20e siècle, et on y reviendra puisque une grande partie de l'histoire de la photographie au 20e siècle s'écrit en noir et blanc, et que par la suite, dès les années 70, un de nos illustres prédécesseurs, Jean-Claude Lemagny, qui a été une des grandes figures de la conservation à la Bibliothèque nationale de France, a toujours défendu le noir et blanc, d'une certaine façon, pas forcément contre, mais en tout cas en contrepoint de l'ivresse plasticienne de la couleur. La première idée que cette exposition bat en brèche, Hélène Aurin, c'est qu'au fond, les premières photographies n'étaient pas en noir et blanc. Les origines, le début de l'histoire de la photographie ne se fait pas en noir et blanc, mais alors avec quoi ? Eh bien, avec plein de couleurs, de tirages différents. En fait, ce qui se passe au 19e siècle, ce qu'on oublie souvent, c'est que la photographie, elle est plurielle. C'est des supports très différents. On a du positif direct, des fois on a du négatif. Le négatif, d'ailleurs, c'est un des points phares du début de cette exposition, puisqu'il y a un calotype qui ouvre l'exposition, qui est un calotype de Benjamin Brecknell Turner, qui est en fait un arbre près d'une clôture. Alors l'arbre, c'est vraiment un motif favori au 19e siècle et surtout en Angleterre. Et peut-être dans votre bibliothèque, vous avez un folio assez récent des Hauts de Hurlevent et c'est cette image qui a été choisie pour faire la couverture du livre, où il y a une préface de Patti Smith d'ailleurs, de cet ouvrage. Et en fait, ce calotype, on voit déjà ce noir qui va s'imposer comme tout d'un coup une sorte de beauté photographique. Et de l'autre côté du mur, vous avez des images qui sont très intimes et sensibles, qui sont celles des enfants d'Émile Zola. Émile Zola pratiquait la photographie en amateur et on voit déjà les tests qu'il fait en amateur chez lui avec des variations de couleurs très fortes. Et notamment, c'était des couleurs, alors je vais être schématique, mais on était dans les bains, ce qu'on appelle des virages de bain, et qui vont transformer complètement
ces images. Donc on en a une rouge, on en a une qui a une teinte beaucoup plus verte, et on en a une qui est bleue et qui correspond à ce qu'on appelle un cyanotype. Et ce sont des sels de fer à la place des sels d'argent. Et peut-être certains de vos auditeurs ou auditrices sont en train de faire ça chez eux. Alors pas en ce moment parce qu'il fait pas assez beau, mais peut-être au printemps et en été. Qui est quelque chose qui revient complètement à la mode et qui est une pratique assez facile. Et on voit toutes ces expérimentations dès le début du 19e siècle. Et c'est vrai que cette série d'Émile Zola qui photographie ses deux enfants, Denise et Jacques, est absolument fascinante. On redécouvre même Émile Zola photographe. Héloïse Conesa, est-ce qu'il y avait même une méfiance dans les premiers âges de la photographie pour le noir et blanc, une méfiance culturelle à la fois du public et des photographes? Non, pas véritablement. Il n'y avait pas de méfiance pour le noir et blanc. La réalité est que la gamme variée de couleurs qui s'impose au 19e siècle est avant tout, comme le rappelait Hélène, quelque chose de lié à la technique. Les noirs et blancs purs sont l'exception. Ils deviendront la règle à partir de la toute fin du 19e et au 20e siècle. Les teintes dites sépia sont les plus fréquentes, et cette gamme colorée est importante et apportée par des papiers différents, des bains différents, des virages différents. Le virage à l'or, par exemple, bien que très coûteux, va permettre d'avoir des contrastes et des noirs très, très forts. Par méfiance, je voulais dire que peut-être la première ambition des photographes, notamment au 19e siècle, c'était de représenter le réel en photographie, et donc de capter la couleur, d'aller chercher la couleur, et donc de se distancier peut-être du noir et blanc. Oui, alors c'est vrai que la couleur est ce à quoi aspire tout photographe. Et d'ailleurs, les pictorialistes vont à un moment donné chercher par différents effets à apporter de la couleur à leur tirage. Cela étant, le noir et blanc est intéressant pour les photographes parce qu'il permet une forme de transposition, d'intellectualisation du monde. Et en ce sens-là, il va s'imposer aussi progressivement. Alors Hélène Orin, quand est-ce que le noir et blanc tel qu'on le connaît aujourd'hui apparaît véritablement ? Alors, c'est un moment où, en fait, on essaie d'uniformiser un petit peu plus. Alors, Héloïse Conesa va peut-être reprendre un peu ce point-là, mais c'est un moment où on essaie d'uniformiser un peu plus les tirages. C'est-à-dire que au 19e siècle, tout d'un coup, on va avoir des tirages à l'albumine qui vont donner une sorte de forme un peu plus... Ce qu'on va trouver plutôt dans les vitrines, par exemple, des studios professionnels. C'est ce qu'on voit dans l'exposition début avec Nadar, qui joue aussi un peu de quelques nuances. Et puis, au début du 20e siècle, après les pictorialistes, on essaye de revenir à une photographie qui est un peu plus uniforme. D'ailleurs, il y a un photographe qui s'appelle Alfred Stieglitz aux États-Unis qui dira dans un de ses écrits, il faut revenir à ce que ressemble la photographie. Et ça va être le noir et blanc qui va être un des critères principaux. Et Paul Strand va œuvrer avec lui pour imposer une sorte de noir et blanc avec des contrastes beaucoup plus forts. Et ça, dès le début du XXe siècle, on peut parler de 1917, qui est un des moments vraiment charnières chez eux. Et puis, ça va s'imposer à partir des années 30, notamment avec le photojournalisme et aussi une volonté d'exécuter plus rapidement des photographies. Vous l'avez mentionné plusieurs fois, Hélène Orin, à ce moment-là, dans l'histoire de la photographie, le noir et blanc s'est employé en première intention pour valoriser le contraste ? Oui, la différence vraiment entre le 19e et le 20e, c'est que dans le 19e, on va chercher des demi-teintes pour ressembler presque un peu à de la peinture. C'est le modèle, la peinture. Donc les demi-teintes, ça permet de montrer toute sa dextérité, sa virtuosité, et de montrer aussi ce qu'on appelle le chiaroscuro, donc les sortes de clair-obscur assez légers. Alors qu'au 20e siècle, on va avoir envie, on est dans une idée de la spécificité du médium. Alors on a la même chose en peinture, on essaye d'avoir de la peinture pure, on essaye d'avoir de la poésie pure, et la photographie pure aussi, ce qu'on appelle aux États-Unis la straight photographie, la photographie directe. Et à ce moment-là, le noir et blanc, oui, s'impose comme un critère pour se séparer de la peinture qui, elle, est en couleur. Et Héloïse Conesa, c'est effectivement ce que raconte bien cette exposition qui prend le temps de décrire l'émergence du noir et blanc qui est une construction à la fois technique, mais aussi dans le rapport que les artistes entretiennent avec cette bichromie. Oui, qu'on peut appeler aussi une monochromie, puisque la photographie monochrome est la photographie noir et blanc, en fait. C'est la première acception de la photographie noir et blanc. Alors effectivement, comme le disait Hélène, au
tout au long du XXe siècle, le noir et blanc va s'imposer. C'est d'abord pour des raisons économiques, et puis progressivement, ce que montre l'exposition, c'est que de contraintes économiques et techniques, le noir et blanc va devenir un véritable choix esthétique pour les photographes, et ce pour plusieurs raisons, 3 principalement. Tout d'abord, l'exigence de maintenir une forme de belle image, de belle épreuve. Le photographe est à ce moment-là le maître de l'entièreté de la chaîne de production de l'image, de la prise de vue jusqu'au tirage. Par ailleurs, il y a la volonté pour lui aussi de rompre avec un certain air du temps, une trivialité contemporaine. Et puis enfin, la volonté aussi de conserver ce que rappelait Hélène par rapport à la straight photographie et cette autonomisation des médiums, cette pureté du médium, la volonté de rappeler que le noir et blanc, c'est l'essence de la photographie et les couleurs de la photographie véritablement. Hélène Orin, dans le courant du XXe siècle, c'est d'abord et avant tout le secteur de la publicité qui s'approprie la couleur. Les artistes, les photographes mettent un peu plus de temps à se rendre vers l'usage, vers l'utilisation de la couleur. Pourquoi cette résistance, si c'en est une ? Alors, la couleur, c'est une vraie question qui est vraiment subsidiaire. C'est que faut imaginer qu'au 19e siècle, tous les ans, il y a quelqu'un qui imagine avoir inventé la couleur. Après, il disparaît. On ne sait pas où est passée cette personne, mais ça, on la retrouve absolument pas. Et en fait, il faut attendre 1903. Les frères Lumière, ceux qui ont présenté pour la première fois le cinématographe, sont les mêmes qui ont inventé le premier procédé couleur, qui sont des couleurs qui sont assez saturées, ce qu'on appelle l'autochrome. C'est sur des petites plaques de verre, donc pas très pratique. Et puis, ça, on va l'utiliser très rapidement dans la presse, mais c'est pas facile de faire ça chez soi. Et surtout, en tant qu'amateur, ça coûte un peu d'argent en termes d'exposition, de projection, enfin... En termes de matériel, les gens n'arrivent pas à suivre. Et puis très rapidement, dans les années 20-30, on va essayer de trouver d'autres solutions un peu plus faciles à utiliser, puis des couleurs un peu plus naturelles. Mais le problème, c'est que la chimie se dégrade très, très, très vite. Alors pour la publicité et pour notamment tout ce qui est la mode, c'est pas grave parce que les images sont éphémères. Donc si elles se dégradent vite, on ne le verra pas. Une des premières couvertures, alors j'ai un doute sur c'est celle de Vogue, qui est une image qui est faite par Edward Steichen. Elle doit dater de 1924, quelque chose comme ça, 25. Ils vendent 4 fois plus de journaux d'ailleurs. Ça marche super bien, mais ça coûte très cher aussi à faire, donc on va utiliser plutôt des images là-dessus. Mais les artistes, enfin ceux qui ont vocation à faire de la photographie, soit documentaire ou un peu plus formelle, voire artistique, vont pas se lancer tout de suite dans la couleur parce que c'est décevant en fait. Pourquoi persévérer dans le noir et blanc alors que la couleur existe ? Ce sera l'objet de notre discussion, la suite de notre discussion dans une vingtaine de minutes avec vous deux, Héloïse Conesa et Hélène Orin. 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Noir et blanc, une esthétique de la photographie co-organisée par la Bibliothèque nationale de France et la Réunion des musées nationaux Grand Palais. C'est jusqu'au 21 janvier, une exposition exceptionnelle, superbe, qui rassemble des chefs-d'œuvre en noir et blanc issus des collections photographiques de la BNF, près de 300 tirages, 150 ans d'histoire de la photographie. Et pour en parler, je reçois ce matin Héloïse Conesa. Elle est chef du service de la photographie et conservatrice pour la photographie contemporaine à la BNF. Elle est également co-commissaire de l'exposition Noir et Blanc, une esthétique de la photographie à la BNF. À ses côtés, Hélène Orin, docteur en histoire de l'art, spécialiste de la photographie, et Héloïse Conesa pour revenir sur cette exposition, aborder le sujet du noir et blanc. C'est un sujet extrêmement ample, extrêmement large. Comment fait-on le choix des 300 tirages ? Comment est-ce qu'on les sélectionne ? Comment est-ce qu'on opère ces choix au fond ? Alors effectivement, la collection de photographies de la BNF comptant plus de 8 millions de tirages, c'était un véritable défi pour mes co-commissaires et moi-même de se lancer dans cette traversée du noir et blanc. Donc déjà, peut-être rappeler que le parcours que nous avons choisi n'est pas un parcours chronologique, mais un parcours thématique, avec un prologue, 3 grandes parties, contraste, ombre et lumière, un nuancier des matières, auxquels sont adossés plusieurs focus sur la neige, sur le graphisme, sur la nuit, les expérimentations.
et un épilogue sur lequel nous pourrons revenir éventuellement. L'idée, c'était pour nous de montrer la variété des photographies, des usages du noir et blanc, montrer que aussi bien des photoreporters que des photographes auteurs, artistes, des photographes de mode l'ont utilisé. Donc montrer cette variété dans les appréhensions du noir et blanc. Montrer aussi que le noir et blanc est abordé de façon différente quand on est un photographe américain, quand on est un photographe français, quand on est un photographe japonais, ce qui montre aussi la dimension très internationale des collections. Et donc avec tous ces critères-là, on arrive à faire une sélection qui nous semble assez représentative, non seulement de l'esthétique du noir et blanc, mais aussi des collections de la BNF. L'une des idées forces, Hélène Orin, de cette exposition, c'est que lorsque surgit la couleur, lorsque se déploie la couleur dans l'histoire de la photographie, l'usage, le recours au noir et blanc devient alors un choix conscient. Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors un choix conscient parce que tout d'un coup, on va utiliser en fait les forces du noir et blanc. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit un peu dans l'exposition à des moments assez forts, surtout la deuxième partie. C'est-à-dire que soit on va le choisir parce que tout d'un coup, ça va créer des lignes. On va jouer donc avec cette question du graphisme. Donc on va avoir très peu de volume en fait dans ce qui va être représenté. On va jouer sur des contrastes très très forts. C'est ce qu'on voit sur l'affiche d'ailleurs avec cette image de Reke Metzger avec cette barque. L'une de vos photographies préférées ? Oui, je dois avouer que c'est une de mes photographies préférées. Donc j'étais vraiment enchantée de voir que c'était l'affiche. Vous pourriez peut-être la décrire pour les auditeurs. Une image d'une simplicité folle au premier regard, c'est-à-dire que c'est vraiment juste un plan d'eau, c'est une image qui est rectangulaire, avec une barque qui arrive du bas et qui est coupée, en fait, on sent le hors-champ. Et en fait, d'ailleurs, sur la reproduction, sur l'affiche, on voit des détails qu'on ne voit pas sur l'original. Et ce qui est bien dans l'exposition, c'est qu'il faut passer du temps devant cette image, et plus vous passez de temps, plus vous voyez les vagues apparaître, les jambes de celui qui est dans cette barque. Et en fait, tout d'un coup, cette image qui a l'air très simple devient beaucoup, beaucoup plus complexe qu'au premier regard. Et donc ici, on a quelque chose de très graphique, ce qui correspond presque à un usage américain, je reprends les termes d'Héloïse, du noir et blanc, quelque chose de très dessiné, alors qu'au contraire, certains vont utiliser plutôt l'idée du volume qui va être créé par les ombres, donc qui va donner quelque chose de beaucoup plus sculptural, en fait, par le noir et blanc. Il n'y a pas un usage du noir et blanc, il y en a une multitude. Et en fait, ça va venir au contraire de la couleur, où on va jouer simplement sur des aplats. Par exemple, alors je schématise évidemment toujours un peu, je simplifie, mais le noir et blanc va devenir vraiment une façon de regarder, un regard photographique, bien plus que par la couleur pour certains photographes. Héloïse Conesa, on vient d'entendre cette expression, les forces du noir et blanc. Quelles sont-elles pour vous, ces forces, justement ? Alors, en fait, ce sont les forces qu'on exploite tout au long du parcours, à savoir le contraste qu'évoquait Hélène, la question de l'ombre et de la lumière, c'est-à-dire que le noir et blanc se construit avec ce jeu d'ombre et de lumière, mais qui peut obéir à une syntaxe visuelle différente selon qu'on est sur des halos, quelque chose de très diffus, ou alors une lumière très forte, très vive. La question des matières aussi, ne pas oublier que le noir et blanc, ce sont aussi les demi-teintes, donc c'est-à-dire le gris, des choses que les photographes vont explorer aussi de façon extrêmement sensible par la suite. Hélène Orin ? Vous souhaitiez réagir ? Non, j'avais l'impression que vous souhaitiez réagir. Non, j'étais absolument d'accord. On oublie souvent que dans le noir et blanc, il y a le gris. Je voulais vous faire entendre une voix, justement, qui parle de noir, de blanc, de gris. La voix d'un photographe américain naturalisé français, Man Ray. Quand je faisais mes tirages, j'interposais un morceau de papier sensible à la lumière. J'ai placé des objets sur ce papier, j'exposais à la lumière. Quel objet, par exemple ? Oh, n'importe quoi que je trouvais à la portée de la main. Un morceau de coton, un entonnoir, un thermomètre, une boîte d'allumettes. Boîte d'allumettes déchirée, même des morceaux de papier déchirés que j'ai éparpillés. C'était tout dans l'esprit Dada, si vous voulez. Et j'ai posé ça sur des feuilles sensibles, j'ai exposé à la lumière pour quelques secondes. Et quand je le développais, j'avais une image.
et pas seulement noir et blanc, mais suivant le contact de ces morceaux avec le papier ou plus ou moins éloigné, ça donnait des grisailles, des blancs, des noirs, presque un effet de 3 dimensions. Le photographe Man Ray en 1965, extrait de La Chambre Noire. Hélène Aurin, qu'est-ce qu'il nous raconte, Man Ray, à ce moment-là, de son usage du noir et blanc dans la photographie, dans son œuvre photographique? Il est en train d'expliquer en fait comment on fait des photogrammes, qui était un des tout premiers procédés qui avait été inventé par William Henry Fox Talbot, qui lui avait juste pris du papier à écrire et du sel de cuisine pour faire ça. C'était vraiment la petite cuisine. Alors évidemment, au moment de Man Ray, il y a de la lumière artificielle, donc c'est un usage un peu différent. Donc il va utiliser cette lumière artificielle qui est très forte. Et alors, si vous regardez ces images, il faut regarder avec précision les objets parce que en fait, vous voyez toute la transparence et la densité des objets. C'est le seul procédé qui est capable de faire ça. Ça se fait sans appareil. Donc c'est directement un papier sensibilisé. Vous mettez un objet, donc ce qui la raconte sur le papier, et ensuite vous flashez avec de la lumière très très forte. Et en fait, on voit vraiment toute cette transparence des objets. Et il va jouer ça avec l'électricité. Enfin, c'est vraiment l'idée de l'expérimentation. Et dans cette partie aussi de l'exposition, on a ce qu'on appelle les solarisations. On est entre le négatif, le positif. On ne sait plus très bien dans quoi on se situe. On a presque l'impression qu'il y a des fluides qui s'évaporent en fait des corps. Ça, c'est le résultat d'une erreur. C'est quand vous allumez la lumière au moment du tirage. Donc, en général, vous savez que vous avez fait une boulette. Mais là, en l'occurrence, chez Man Ray, ça va devenir plutôt un chef-d'œuvre. Il transforme la boulette en chef-d'œuvre. Et Louise Conesa, on a aussi le sentiment, mais c'est peut-être une fausse idée, vous me le direz, que le noir et blanc renvoie parfois, souvent, à la nostalgie. Ce sont au fond les deux couleurs du passé ou le recours aux origines de la photographie. Est-ce que c'est juste selon vous? Est-ce que c'est ce que montre, il me semble pas, est-ce que c'est ce que montre cette exposition? Alors, effectivement, on a essayé de montrer que le noir et blanc est encore une pratique extrêmement vive chez les photographes et qu'elle n'a pas de visée ni passéiste ni nostalgique. Au contraire, on a essayé de montrer que même avec l'avènement du numérique où la question de la couleur, la facilité de l'usage de la couleur aurait pu convaincre certains rétifs de la photographie de passer du noir et blanc à la couleur, et bien le noir et blanc se maintient, et il se maintient parce que il contribue à être vraiment dans cette idée d'une essence de la photographie. Il renvoie à une histoire, peut-être plus qu'à une nostalgie, il renvoie à une histoire. Il inscrit le photographe dans un savoir-faire aussi, qui est celui de la chambre noire argentique, qui est quelque chose de très important pour beaucoup de photographes. Et il participe aussi dans ce vocabulaire de l'argentique. Et une technique lente, développer une image, c'est vraiment le savoir-faire du noir et blanc. Donc il y a cette idée de montrer un maintien du noir et blanc, quand bien même la technique ou l'économie permettrait de passer plus aisément à la couleur. Le noir et blanc en photographie, ce n'est pas le passé, ce n'est pas la nostalgie, Hélène Aurin. Est-ce que c'est peut-être cependant l'intemporalité? C'est vrai qu'une photographie en noir et blanc, c'est plus difficile à dater. Est-ce que c'est un recours que l'on utilise parfois justement pour viser l'intemporalité et donc durer dans le temps également? Ça joue beaucoup sur l'imaginaire collectif. Si par exemple, je vous demandais de fermer les yeux et de réfléchir au visage, par exemple, de Victor Hugo, vous allez le voir en noir et blanc, parce qu'on l'a vu en noir et blanc pendant très longtemps, donc on a l'impression que le 19e siècle, c'est automatiquement noir et blanc. Vous avez beaucoup de mal à visualiser d'ailleurs les rues en couleur. On a cette mode aujourd'hui de coloriser un peu ces photographies. Et du coup, quand on regarde des images qui sont plus récentes en noir et blanc, de temps en temps, on est un peu perplexe. On n'est pas forcément sûr de dans quelle période on est. Et ça va jouer sur d'autres choses aussi que le noir et blanc, notamment le grain, très fort parfois, où on a l'impression que l'image elle est un peu ratée ou un petit peu maladroitement faite, alors que c'est très bien réalisé, c'est très choisi.
Je pense à une image notamment d'Ackerman, qui est une image presque vignettée. Vous avez l'impression qu'il y a des contours très noirs. On est dans quelque chose de très sensible en termes de regard. Ce serait très difficile à décrire. Je vous invite à aller la regarder directement parce qu'elle est presque confuse, cette image. On a l'impression que c'est une image du 19e et peu du 20e siècle, voire du 21e siècle. Lorsqu'on a visité ensemble cette exposition qui se tient à la Bibliothèque nationale de France, Hélène Aurin, vous m'avez expliqué que certains photographes voient même le monde directement en noir et blanc. Ils ont déjà la perception de la façon dont ils vont photographier la scène, ce qu'ils ont en face, et la manière dont leur regard va transposer cette scène-là en noir et blanc. Oui, le noir et blanc, c'est vraiment un décalage par rapport à la réalité. C'est un pas de côté. Donc, c'est un vrai choix aussi pour justement jouer sur un autre regard. Je vais citer une autre image, celle de Métiard, qui est raide. Vous avez un petit garçon avec écrit au-dessus rouge en anglais. Et ça, c'est tout un jeu puisque le rouge, c'est une couleur qui se transpose très différemment en noir et blanc. Et donc, quand on voit faut imaginer que les photographes, en fait, toutes les couleurs, ils savent ce que ça va donner en termes de contraste, en termes de jeu, en termes de tout. Et puis, tout ne se fait pas que à la prise de vue. Et il y a aussi tout le tirage derrière qui va jouer sur le résultat final. Il y a deux mises en lumière passionnantes dans cette exposition, Héloïse Conesa. La première que je voulais évoquer avec vous, c'est la façon dont on photographie la nuit. Après avoir été impossible jusqu'à la fin du 19e siècle, photographier la nuit demeure complexe. Comment est-ce que les techniques qui permettent finalement de photographier la nuit, où le noir du ciel, ou le blanc de la lune domine, éprouvent et jouent de cette dualité entre le noir et le blanc, justement? Alors effectivement, photographier la nuit s'avère quasiment impossible jusqu'au début du XXe siècle. La question du flash permet aux photographes, notamment dans le contexte urbain, cette nuit urbaine, on pense à Brassailles, à Paris de nuit. On peut penser aussi aux images de Weegee, par exemple, on en a une très belle dans l'exposition où Weegee, qui est un photographe américain qui avait pour habitude la nuit d'aller chercher le fait divers et développer ses images dans le coffre de sa voiture pour suivre les reporters. Voilà, on a cette image qui montre avec un jeu de flash absolument incroyable une main de Mickey blanche comme ça qui vient manger la totalité de l'image. Cette question du flash est très importante. Elle permet de nourrir cet imaginaire de la nuit urbaine. De la même façon, on va avoir des choses beaucoup plus dessinées dans les images de nuit de Mario Giacomelli ou autres, ou les éclairs, où là il y a quelque chose par rapport au paysage naturel qui nourrit une forme de revisite du mythe ancestral de la nuit chez les photographes, et ce que permet le noir et blanc. Hélène Aurin, est-ce que photographier la nuit condamne au noir et blanc? Quelle est quelle peut être la place de la couleur dans la photographie de la nuit? Est-ce qu'elle existe même? Oui, on a beaucoup de photographies de couleurs de nuit. Je pense d'ailleurs... c'est le moment où ce nom m'échappe. Mais il y a des images d'ailleurs... Il y a une chose qui est un peu étonnante dans l'exposition. On a beaucoup de gens qui font du noir et blanc dont on a l'habitude de voir des couleurs d'habitude. Je pense à Martine Parr. Et là, du coup, c'est Héloïse qui va m'aider dans la toute dernière partie. On a ce photographe qui inaugure en fait ce livre de Roland Barthes qui est... Daniel Boudinet, tout à fait, qui est un grand photographe de la couleur. Oui. Heureusement qu'elle est là. Mais c'est vrai qu'on découvre un autre Martine Parr en noir et blanc que je ne connaissais pas du tout pour ma part. Oui, et d'ailleurs c'est une image de 77, c'est un tout début de carrière. Donc et c'est étonnant, si vous regardez l'acquisition, elle est très rapide en plus par la BNF. Et après, vous avez Daniel Boudinet qui est vraiment un coloriste et qui va beaucoup photographier Paris la nuit. C'est ce qu'on voit quand vous ouvrez la chambre claire de Roland Barthes, c'est la première image. Et en fait, ici, il est en noir et blanc, donc oui, c'est des choses qu'on retrouve assez aisément au XXe siècle, dans la seconde partie du XXe siècle. D'ailleurs, Boudinet disait qu'il pratiquait le noir et blanc comme un sculpteur, là où il pratiquait la couleur comme un peintre. Donc il y a cette idée aussi chez lui de distinguer les deux pratiques. Et chez Martine Parr, le noir et blanc est presque un travail préparatoire. Il y a cette dimension très intellectuelle qui relève presque du croquis ou du dessin dans son travail en noir et blanc au début.
L'autre mise en lumière passionnante, Héloïse Conesa, de cette exposition, c'est la façon dont on pouvait photographier des décors, des vues, des scènes qui sont elles-mêmes en noir et blanc. Photographier des scènes en noir et blanc, est-ce que ce sont des photographies en couleur ou est-ce que ce sont des photographies en noir et blanc ? Alors, je pense que vous vous référez à la pirouette de fin, parce qu'effectivement, on a dans les différents focus, notamment dans le focus sur la neige, on a ce motif de la neige qui est, lui, classique, mais en même temps très, très difficile à obtenir techniquement, de photographier le détachement de figures noires sur la neige. On le voit, par exemple, aussi chez Giacomelli, avec cette figure de prêtres en soutane s'amusant dans la neige. Donc il y a cette idée-là. Mais dans la toute dernière partie, dans l'épilogue, on a cette pirouette de fin où on montre des photographies en couleur, donc avec un procédé couleur, de motifs noir et blanc. C'est le cas, par exemple, de la toute dernière image de l'exposition qui a été extrait de la série Solid Line du jeune photographe Laurent Kamal, qui montre un couloir apparemment d'hôpital que le photographe a repeint en blanc et a marqué les lignes en noir à la bombe à aérosol. Et on jurerait de voir une photo en noir et blanc à ce moment-là. On jurerait de voir une photo en noir et blanc à ce moment-là. Pourtant, il n'en est rien. Il y a juste un indice qui nous permet de voir qu'on est sur une photographie couleur. C'est une poignée de porte métallique qui est laissée comme un indice. Et on voit comment, dans le rapport au noir et blanc, ce photographe finalement transpose un lieu qui est un lieu en 3 dimensions, un couloir d'hôpital, et le fait jouer avec le plan, à la bidimensionnalité du plan d'architecture. Hélène Orin. En fait, cette question de prendre en couleur du noir et de faire penser à du noir et blanc en photographie, c'est vraiment tout ce qu'est la photographie. C'est-à-dire, on est toujours dans une idée de la réalité qui est celle dans la tête du photographe. On pense toujours que la photographie, c'est une captation du moment. Enfin, c'est quelque chose que Cartier-Bresson nous a beaucoup imposé au XXe siècle dans notre esprit. Et quand on parle photographie avec qui que ce soit, on a cette idée vraiment de capter un moment, de faire quelque chose. Mais en fait, vraiment, cette exposition qui est en plus trans-mouvement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement particulier qui est mis en parallèle, c'est vraiment en dehors de tout, et en plus qui est trans-période, c'est-à-dire qu'on va vraiment du 19e jusqu'à des images qui ont été réalisées très récemment. Eh bien, il y a vraiment cette idée de toujours faire un pas de côté, de montrer quelque chose, et puis surtout que la photographie, c'est pas si facile que ça à appréhender, et en même temps, c'est évident. C'est-à-dire qu'il y a des images qui vous touchent tout de suite, mais plus vous regardez les images, plus vous allez regarder dans le détail du noir et blanc, plus vous allez regarder aussi le tirage, les subtilités, les tonalités, puis ce qui est chaud, saturé, enfin, les sensations d'image, presque j'ai envie de dire on parle de sensibilité photographique, mais il y a même une sensation du regard. Et ben, on voit que finalement, eh bien, on voit toujours plus encore, et on découvre encore même des astuces et des jeux de regard. On a parlé à plusieurs reprises depuis le début de cet échange du noir et blanc en lien avec le contraste, avec la netteté, avec la géométrie. Quel usage fait-on du noir et blanc en lien avec le flou, cette fois, en lien avec la matière ? Est-ce que c'est un travail, une dimension importante ? Vous la mettez en lumière, notamment dans cette exposition, Héloïse Conesa. Alors oui, effectivement, le noir et blanc, quand il se conjugue avec le flou, renvoie aussi à une autre symbolique. Le noir et blanc net est celui du contraste, une forme de précision chirurgicale, pour reprendre des termes de Valérie Belin, par exemple, pour caractériser certaines de ses séries. Là, en revanche, le flou, dans des images comme celle d'Antoine d'Agata ou de Laurence Leblanc, relève en fait d'une forme d'intime, de fulgurance de la sensation. Il y a quelque chose de très fort et qui renvoie aussi à une symbolique. Robert Frank disait le noir et blanc sont les couleurs de la photographie, de l'espoir et du désespoir de l'humanité. Hélène Orin, cette question ancienne, je vous avais promis de la poser. Est-ce que le noir et le blanc sont des couleurs ? Alors, normalement, non. Scientifiquement, ce ne sont pas des couleurs. Mais les photographes ont envie que ce soit des couleurs parce que ce sont leurs couleurs. Et vous verrez dans l'exposition que c'est un vrai jeu de couleurs, finalement.
Vous êtes d'accord avec cette idée, Héloïse Conesa? Oui, tout à fait. Et on le voit d'ailleurs dans la troisième partie sur le nuancier des matières, l'approche du noir très saturé, très dense, rappelle quelque chose de très fort, une forme d'opacité. Et le blanc renvoie à une couleur aussi, peut prendre différentes teintes. Tout à fait. Ouais. Je voulais qu'on finisse sur la Bibliothèque nationale de France, sur l'une des plus anciennes et des plus importantes collections de photographies au monde. Vous l'avez dit, plus de 6 millions d'images. Comment maintient-on ces archives vivantes aujourd'hui ? Alors, en continuant à faire des acquisitions, à recueillir le dépôt légal des photographes et leurs donations, en étant à l'écoute de ce qui se fait en photographie contemporaine, mais aussi pour la photographie du 19e et la photographie moderne, continuer aussi à ouvrir nos portes aux chercheurs pour que l'histoire de la photographie s'écrive aussi à partir de nos collections. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues dans les matins de France Culture. Hélène Aurin, je rappelle que vous êtes docteur en histoire de l'art, spécialiste de la photographie. Héloïse Conesa, vous êtes chef de service de la photographie et conservatrice pour la photographie contemporaine à la Bibliothèque nationale de France, commissaire de l'exposition Noir et Blanc, une esthétique de la photographie à la BNF. Et je voudrais citer également le nom de vos trois autres commissaires. Sylvie Omna, directrice du département des estampes et de la photographie. Flora Triebel, conservatrice en charge de la photographie du 19e siècle au département des estampes et de la photographie à la BNF encore, et Dominique Ferzavel, conservatrice en charge de la photographie moderne au département des estampes et de la photographie toujours et encore à la BNF. Il est 8h44. Merci.